Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'Hôpital, catalyseur d'innovation en santé, afin de vous présenter des personnalités particulièrement inspirantes. Professionnels de santé, entrepreneurs ou encore écrivains, ils et elles agissent au quotidien pour bouleverser notre système de santé. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, et avec Lydine Vaillant, nous recevons aujourd'hui Dominique Pont, figure incontournable de la e-santé, puisqu'il est à la fois à la tête de la clinique Pasteur à Toulouse et du numérique en santé au ministère. Dans cet épisode, il défend une vision du management humaine et reposant sur la confiance, car pour lui, manager, c'est aimer. Je suis un petit gars de province, issu de la classe moyenne, qui a été, on va dire, éduqué, élevé dans un milieu à forte connotation sociale, voilà, et dans un environnement très humaniste, donc très social, très humaniste, et passionné de foot, de mixité sociale, de justice sociale. Et globalement, j'ai l'impression que je suis fabriqué d'une forme de névrose qui est mon moteur dans l'existence, je pense, et qui me pousse à tout faire pour essayer d'être un homme libre et aimant. Et depuis que je suis petit. Mon rêve à moi, mon grand projet personnel, c'est d'être un homme libre et être un homme aimant, voilà, qui aime. Et certainement, je soigne des trucs, probablement. Mais dans le fond, si je réfléchis vraiment, c'est ça, en fait, qui me détermine à 50 ans passés. J'en suis toujours là, en fait. Je pense que je tourne en rond depuis que je suis petit, quoi. Après, j'ai eu un parcours d'ingénieur, voilà. Pourquoi ingénieur? Parce que dans mon milieu, je pense que familial ou social, je pouvais pas être médecin parce que c'était fait pour les fils de riches. Je pouvais pas être commercial parce que c'était pour les gens qui étaient pas forcément honnêtes. C'était mon espèce d'imaginaire. Et donc, quand on était à peu près bon à l'école, en fait, le métier honnête, c'était ingénieur. Voilà. J'avais envie de vous demander, ça veut dire quoi être un homme libre et aimant? Enfin voilà, ça se traduit comment dans votre vie de tous les jours, dans votre vie d'homme, de citoyen, de chef d'entreprise? C'est d'essayer de me débarrasser des présupposés ou des idées préconçues ou du prêt-à-penser que l'éducation, l'école, l'entreprise, le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu social vous met dans la tête en essayant de penser par moi-même, voilà, avec ce que je suis. Et libre, ça c'est ça, c'est essayer de me déterminer dans mes choix de vie en essayant de m'extraire du prêt-à-penser. Et aimant, c'est être vivant pour moi. C'est ma seule façon d'être vivant, en fait, et donc de soigner mes angoisses de mort, certainement, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression d'être vivant quand j'aime. Et donc, que ça soit dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, à tout niveau, j'ai besoin d'aimer les gens, en fait. Et donc, comme j'aime tout le monde, pratiquement, je me régale. Ok. Super. Et alors, oui, vous disiez, vous aviez une formation d'ingénieur, voilà, parce que médecine, c'était pas envisageable. C'était pas dans, ouais, voilà, c'est des espèces d'atavisme ou de culture familiale, voilà. Un métier honnête pour quelqu'un qui était bon à l'école, c'était plutôt ingénieur. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé ingénieur, je pense. Et ensuite, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré ma carrière dans l'industrie, dans le secteur de la lutte antiterroriste. J'ai commencé là-dedans, la détection automatique de bombes dans les bagages et les containers. Voilà, je me suis éclaté. J'étais en région parisienne, et puis j'ai eu la possibilité de partir aux États-Unis pour diriger une filiale dans un grand groupe dans ce secteur-là. Et puis j'ai une petite fille, et ma femme m'a dit que je préférais qu'elle ait l'accent toulousain. Donc je me suis dit super, on repart à Toulouse où j'avais fait mes études avec mon épouse, et puis
pour s'installer. Et puis le hasard a fait que je me suis mis à travailler dans le secteur du numérique pour un industriel dans le secteur de la santé. Et puis je me suis intéressé au secteur de la santé. Puis à un moment donné, j'ai dit je saute le pas. Le secteur de la santé, ce qui était super pour moi, c'est que ça cochait toutes les cases de métiers qui avaient du sens par rapport à l'éducation dont je parlais, très social, avoir un rôle social très impactant. Voilà, le rapport à la maladie et à la mort, c'était un sujet qui était probablement aussi une obsession. Hein. Et donc, je me disais, c'est génial, je peux prendre vraiment un virage, repartir presque en bas de l'échelle. Donc, j'ai décidé de quitter un poste de chef d'entreprise pour devenir informaticien en repartant un peu de zéro. Et c'était trop bien, quoi, de faire ça. C'est ça être libre. C'est être, voilà, quand je disais être libre, c'est exactement ça. C'est être capable de faire des choix qui vous correspondent à vous et pas en fonction des attentes ni sociales, ni sociétales, ni familiales, en se disant c'est ma voie et je suis heureux de suivre ma voie en fait. Et donc là, je suis reparti et donc j'étais super heureux de repartir en bas de l'échelle, donc informaticien, voilà. Et puis après voilà, ça a évolué. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, informaticien? Comment vous avez évolué plus avant? Quand je suis arrivé, en fait, le sujet c'était informatiser le dossier de l'hôpital. Donc voilà, donc j'ai décidé de pas suivre, comme je suis plutôt libre d'esprit, de pas suivre les consultants de Polytechnique qui préconisaient d'aller choisir un ERP. Et de dire bon, mais on va le faire à nous-mêmes et puis on va développer un truc mais qui va coller au terrain, qu'on va travailler avec les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, on va faire un truc très très collé à leurs besoins, à leurs usages et après on va créer une start-up et puis il se trouve que la start-up elle a été médiatisée, qu'on a installé notre système un peu partout en France, que voilà, ça a été connu, que Philippe Douste-Blazy, au moment où il a lancé le projet national du DMP, il a voulu l'illustrer par quelque chose qui marchait sur le terrain, il l'a lancé de chez nous. Et puis voilà, l'aventure numérique partait avec une réussite venant de chez nous, puis c'est devenu un produit industriel et qui s'est déployé un peu partout en France. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, le conseil d'administration de ma clinique est une clinique qui appartient aux médecins, qui n'appartient pas à des fonds d'investissement, qui appartient aux médecins. M'ont dit nous on aimerait vous proposer un parcours pour devenir directeur de la clinique et j'hésitais parce que comment dire j'ai hésité entre suivre une voie numérique ou prendre la direction de l'établissement et puis finalement comme j'étais tombé amoureux des infirmières de ma clinique j'ai pas pu la quitter quoi. J'étais obligé, j'aimais trop ces gens quoi. Et j'aurais eu l'impression de les trahir si j'avais continué une aventure entrepreneuriale. Donc j'ai décidé, je suis très heureux d'avoir décidé de rester pour diriger cette clinique. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est votre vision du management? Comment vous envisagez le concept, ce mot, du management? Comment vous envisagez votre rôle de directeur dans une clinique privée actuellement? Moi, en gros, la façon dont je ressens les choses par rapport au management, c'est en gros, depuis 30 ans, on est passé d'un modèle de management paternaliste où on infantilisait les gens à aujourd'hui un modèle de management basé sur les processus et les indicateurs, on les robotise. On n'est jamais passé par la case, je fais confiance à l'individu. Et en fait, quand on réfléchit bien, je déteste le mot management. C'est vraiment, je pense que c'est une des racines du mal, c'est le cancer de l'entreprise, en fait, le management. Et en gros, si vous réfléchissez bien, toute partie affective de l'être humain a été annihilée dans le vocabulaire même de l'entreprise. Donc, on parle jamais d'idéal, on va vous parler de valeur. On parle jamais d'enthousiasme, on va vous parler de motivation. Donc en fait, on utilise toujours les mots froids et jamais les mots affectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait pas confiance à l'être humain. On fait profondément pas confiance aux gens et à l'être humain. Mais le mot le plus pourri, c'est le mot management. C'est celui qui incarne pour moi le pire de ce qu'a inventé le monde de l'entreprise. Et je sais pas si vous le savez, le management, manager, ça vient de l'italien maneggiare, qui est un terme d'équitation qui signifie tenir en main les rênes d'un cheval. Non, mais moi, c'était pas mon kiff d'enfant de tenir les gens en laisse. C'est pas ça qui me faisait envie. Moi, je voulais être libre et aimant. Et donc, en gros, mon idée profonde, c'est qu'on nous a intoxiqué le cerveau en nous faisant croire dans le monde de l'entreprise, dès lors qu'on avait des responsabilités,
qu'on devait manager, et donc on a inventé un mot creux qu'on n'ose même pas traduire en français tellement il est pourri, quoi. Et donc en fait, pour moi, il faut revenir à la source de ce que c'est que la relation humaine, que ça soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. Je vois pas pourquoi je serais schizophrène. Moi, j'ai envie d'être la même personne. J'ai pas envie de gâcher ma vie. J'ai envie au seuil à la fin de ma vie, de pouvoir me dire que j'étais entier, libre et aimant partout, tout le temps. Du mieux que j'ai pu, en tout cas. Du mieux que j'ai pu. Et donc, c'est pour ça que se sortir du cerveau, cette intoxication qu'il faudrait avoir une posture, ceci, cela, tout ça, je pense que c'est vraiment des conneries. Et donc, moi, je me dis, au fond, le vrai mot que j'ai envie d'utiliser, c'est le mot aimer. Aimer, ça veut pas dire être que bienveillant. Aimer, c'est y mettre de l'affect, c'est y mettre une part de soi. Aimer, c'est donner. Et donc moi, ce que j'utilise souvent comme définition, c'est la définition de Lacan, c'est aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est comme le management. On donne des trucs qu'on n'a pas à des gens qui en veulent pas. Mais autant utiliser le mot aimer. Donc si on remplace dans nos têtes le mot manager par le mot aimer, et encore une fois, ça veut pas dire qu'on s'engueule pas, ça veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord. Ça veut dire qu'on y met de soi, on y met une intention affective et on y met quelque chose où on respecte l'individu en tant qu'individu et pas juste un process ou un employé. Mais je pense que s'il y avait ça dans le monde de l'entreprise, on reviendra du bon sens. Et en tout cas, moi, c'est le chemin que j'emprunte. Ça plaît pas. En tout cas, moi, c'est la voie que j'explore et que je pratique depuis toujours et que je creuse depuis toujours. Et pour moi, me permettre de faire ça, c'est ça être libre et c'est ça être aimant. Et concrètement, ça veut dire, pour moi, ça veut dire faire confiance aux gens, c'est-à-dire partir d'abord de la confiance. C'est-à-dire dire, moi, je fais d'abord confiance aux gens. Je cherche. La base, c'est pas les processus, la base, c'est pas les indicateurs, la base, c'est pas les KPI. La base, c'est même pas l'équilibre financier. La base, c'est de construire un projet avec un idéal, avec des gens et de tout faire pour que ça donne un sens à nos vies collectives en y mettant toute notre énergie, toute notre foi, toute notre âme, tout notre temps, tout ce qu'on a en soi. Et à partir de là, ce que je crois, c'est que explorer cette voie peut permettre aussi d'avoir de la performance au sens des critères classiques de l'entreprise. Performance économique, performance d'innovation, performance sociétale, performance sociale, etc. Mais à la base, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas repartir du principe qui est qu'on est avec des gens, et avec ces gens-là, on y met de soi, parce qu'en fait, on a un temps limité de vie, quoi. Et donc, tant qu'à faire, autant avoir une vraie vie pleine, humaine, voilà, et vivante. Et donc, et ça veut pas dire que j'ai pas mes moments de pudeur, ça veut pas dire que j'ai pas mes moments de colère, ça veut pas dire que j'ai pas mes moments de découragement, mais dans le fond, j'ai l'impression d'être vivant en vivant ma vie au travail de cette façon-là. Et des fois, je suis pas sympa parce que des fois, je suis de mauvaise humeur comme tout le monde, voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au fait d'être tombé amoureux des infirmières. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de ces infirmières? Je pense que c'était une part qui, chez moi, avait besoin d'être soignée, en fait. Le fond du fond, c'est ça. Je pense que moi, j'aurais probablement pas pu, étant jeune ou adolescent ou jeune homme, me diriger vers un métier qui consistait à soigner le corps des autres par rapport à mes propres angoisses existentielles, probablement. Et le simple fait d'avoir été adopté par ces gens, ouais, et j'ai eu plein de fois quand j'allais dans les services de soins palliatifs, elles savaient qu'il fallait qu'elles m'accompagnent un peu, quoi, pour me sentir à l'aise, etc. Le simple fait d'avoir été adopté par la population soignante, qui m'est aidé et qui m'est accueilli, qui m'est adopté, en fait, par rapport à des gens qui font un métier ou qui ont pris un engagement que probablement j'admire et probablement j'aurais pas été capable à l'époque de faire, ça a donné une forme d'admiration, admiration et sentiment affectif, en fait. C'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Comment ça se décline dans une organisation, justement, l'amour et le management, voilà, la bienveillance et voilà, les impératifs économiques, les impératifs d'innovation, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Comment ça se cohabite et comment ça se décline au sein d'une organisation qui est quand même très grosse? Moi, je le vois un peu comme dans une famille, quoi. C'est-à-dire, ok, dans sa famille, on peut avoir des galères financières, on l'explique à tout le monde, on dit quand ça nous inquiète, c'est être transparent. C'est de partir du principe que je me méfie pas des gens, mais que je leur fais confiance et que je sais qu'on va réussir collectivement. C'est porter cette foi-là
un peu contre vents et marées, en apportant ses idées, en écoutant, en ayant un organigramme super plat. Moi, je déteste les organigrammes très pyramidaux, donc c'est très très plat chez nous. C'est des réunions régulières avec les gens où c'est eux qui me disent ce que je dois faire et pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle nous les droits d'expression. C'est eux qui me disent, et je rends des comptes avec l'encadrement de ce qu'on a fait pour eux d'une année sur l'autre par rapport à ce que eux avaient demandé. C'est le fait de leur confier des responsabilités dès qu'ils le demandent. C'est le fait de laisser la place à la prise d'initiative permanente et que ça soit d'abord ça le modèle avant un modèle de process. C'est de leur dire inventez vous-même les process, je serai là en accompagnement. C'est le fait de rendre transparent tout ce qui se passe et voilà, que vous soyez femme de ménage ou médecin actionnaire, je peux vous expliquer ce que c'est que les bidas et pourquoi je suis méga stressé pour l'année prochaine si on a une baisse de tarif, et vous avez le droit de me proposer des idées parce qu'on est ensemble et on va réussir ensemble ou on va se planter ensemble. Et c'est ce qu'on fait un peu dans sa famille, et c'est pas parfait et on se loupe aussi dans sa famille. Mais en tout cas, c'est être profondément sincère, vivant, engagé, quoi. Voilà. Et le simple fait de faire ça, par expérience, ce que je sais, c'est que il n'y a pas besoin de techniques de management, tout ça pour moi c'est de la merde, c'est de la manipulation. Juste le fait d'être sincère, engagé et d'y mettre tout au siège, j'y mets tout là, pour ma clinique, je donne tout ce que j'ai. Tout mon temps, toute mon énergie, toute mon âme, je mets tout. Le simple fait de faire ça crée des effets secondaires de gens qui s'engagent à leur tour, et c'est contaminant. De la même façon que la défiance ou des modèles basés sur le contrôle sont contaminants en termes de mal-être au travail, de défiance, de tension, la confiance c'est un truc qui est contaminant. Voilà. Et cette confiance-là, ça veut pas dire encore une fois que quand je suis pas content, je le dis pas. Voilà, j'essaie d'être le plus sincère possible tout le temps. Comment ça s'installe? Parce que ça vient pas du jour au lendemain, cette confiance. C'est très lent. Au début, les gens. En fait, moi j'ai toujours connu ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours connu ça dans les groupes humains, toujours. C'est qu'au début, comme dans tous les groupes humains, il y a les sceptiques, les cyniques, les sarcastiques, il y a les enthousiastes, il y a les suiveurs, il y a, comme dans tout groupe humain, quoi, voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que au début, non, c'est de la démagogie, c'est pas possible, blablabla, tout ça, ce genre de truc. Et puis, en fait, c'est sur la durée qu'on voit si on est quelqu'un de fidèle et honnête. Et au bout d'un moment, les gens ils se disent, il a des côtés chiants quand même, ou pénibles, tout ça, mais quand même, ça a l'air d'être un mec honnête. Il a l'air de vraiment tout donner pour nous. Donc à partir de là, ça prend du temps, ça prend des mois et des années, et puis il faut faire ses preuves sur le terrain. Ça peut pas être que de la tchatche, quoi. Il faut mouiller le maillot, faut y être, faut régler des problèmes, faut proposer des perspectives, faut accompagner, faut faire ce qu'on dit. Voilà. Et au bout d'un moment, les gens se disent, globalement quand même c'est un type honnête. Je suis très interpellée par la notion il faut valoriser les initiatives, il faut laisser les gens prendre des initiatives. Concrètement, comment est-ce que on arrive justement à les repérer, à les recueillir et à les accompagner? Je pose cette question avec ma propre expérience où parfois quand je proposais de faire des appels à idées, des choses très ouvertes, on m'opposait souvent tu vas générer de la frustration. Et il y aura tout le monde qui aura plein d'idées, dont plein d'idées qui aboutiront jamais. Et donc, on va générer de la frustration, les choses vont pas aboutir. Concrètement, comment on arrive à repérer ces initiatives et à faire des choix, à les justifier aussi peut-être au vu de celles qui ont été accompagnées ou pas. Enfin, concrètement, comment ça se passe? Le premier truc pour moi, c'est l'humilité en fait. C'est tenir un discours d'humilité. Et pour moi, la bonne image, métaphore, c'est les colibris de Pierre Rabhi. Vous connaissez cette fable, Aude, hein? Donc, en disant, on va pas résoudre tous les problèmes du monde, mais si on fait chacun notre part, on sera fiers de nous tous collectivement, même si on n'a pas éteint l'incendie dans la forêt. Si chacun on apporte une petite goutte d'eau humblement, très humblement, on peut célébrer ça. Et donc le simple fait de dire, moi j'essaye ça, mais vous avez une idée, venez me voir. Parlez-en autour de vous, on fera tout pour essayer. Pas que juste vous donniez une idée,
mais que après vous assumiez derrière votre idée et que vous la meniez jusqu'au bout. Et ensuite la célébrer en disant, je sais pas quoi, je peux vous donner un exemple de Martine, aide-soignante, qui vient me voir un jour et qui me dit, ça fait 30 ans que je suis aide-soignante, de nuit au service de rhumato, je me fais chier, j'en ai ras-le-bol, mais mon cœur palpite pour une association de quartier à Bagatelle dans les quartiers chauds de Toulouse. Et j'adorerais qu'on fasse une rencontre avec cette association parce que c'est une association qui qui travaille pour la réinsertion dans le monde du travail de gens des quartiers. Ok, super. Et donc, on est allé rencontrer, on s'est dit trop bien. Et puis, premier stage de gens qui avaient été exclus de l'emploi depuis 30 ans. Puis, premier emploi, puis un deuxième, puis un troisième. Et le seul truc qui compte ensuite, c'est de célébrer Martine, héroïne de la clinique Pasteur, qui a réussi à créer 3 emplois de sa propre initiative parce qu'elle voulait donner un sens à sa vie. Et ça suffit. On n'a pas changé le monde. On a célébré une goutte d'eau façon colibri. Et une fois qu'on fait ça avec une première, puis un autre qui dit non mais on pourrait faire un jardin potager sur un toit, on inviterait tout le quartier, ça serait le plus gros jardin potager suspendu de France, ça serait au-dessus d'un toit de bâtiment de cancéro où les gens atteints de cancer pourraient venir cueillir les fruits, on pourrait mettre ça dans notre cuisine. Ensuite on pourrait faire de l'économie circulaire en allant planter nos propres champs de carottes, de patates et de poireaux dans la campagne de Toulouse, et on va réinventer un système d'économie circulaire presque en autonomie par rapport à certains légumes. Fais-le, vas-y, fonce, on t'accompagne et on célèbre. Et ça, fait sur des années, c'est des centaines, peut-être 300 ou 400 initiatives de ce type-là qui ont été menées, et donc on les célèbre dans un moment de célébration qui est notre petit TEDx interne, qu'on appelle la journée des talents, où c'est eux les héros, c'est un petit lieu théâtral et il nous faut un petit TEDx sur ce qu'ils ont réussi à faire. Et des initiatives comme ça, il y en a eu des centaines et des centaines. Et on change pas le monde, mais on se change nous-mêmes, chacun à notre niveau, en disant, en fait, c'est possible de faire des trucs. Et moi, je mets pas la barre plus haute que ça. Je dis, mais si on fait ça, c'est merveilleux déjà de faire ça. Et il se trouve qu'en faisant ça, comme conséquence, il y a aussi une forme d'engagement. Et cet engagement, là, il se trouve que ensuite cette capacité de pouvoir poser quelque chose qui a du sens pour soi à titre individuel fait qu'ensuite émane assez naturellement une dimension d'engagement collectif, de performance, et les gens me disent non mais attends, on va pas faire que ça, on va te réussir aussi le résultat de fin d'année, on va t'apprendre à négocier avec les laboratoires pharmaceutiques pour faire des économies. J'ai même je me souviens très bien d'une femme de ménage qui est venue m'expliquer comment je pouvais gagner des ETP sur un service. Vous imaginez, c'est quand même un truc de fou. Et en fait, ça mis bout à bout, et c'est pas parfait, hein, c'est un chemin qui est long, tout ça, mais mis bout à bout, en fait, ça crée une espèce d'âme. Et dans les faits, il y a aucune arrogance dans ce que je dis, mais dans les faits, on est devenu la première clinique de France en chiffre d'affaires et avec des super perfs économiques. Alors que, bien sûr, que j'y fais gaffe, que je suis dirigeant, j'ai une responsabilité de sauvegarder les emplois de tout le monde et qu'il y ait une viabilité économique. Mais j'ai pris le risque, parce que j'ai pas peur et que je voulais être quelqu'un de libre, j'ai pris le risque de partir d'abord de la confiance dans chaque individu. Voilà. C'est ça la base. Et en entendant le chiffre des centaines de projets, je pense que des auditeurs, auditrices qui dirigent des hôpitaux pourraient être totalement horrifiés en se disant mais ces 500 projets, 600 projets, s'ils m'arrivaient tous dans mon bureau, je ne saurais pas quoi en faire. Comment on organise ça? En fait, au début, il y avait un truc, c'était que les projets, ils passaient par moi. Et puis, au bout d'un moment, les gens m'ont dit, en fait, l'élément bloquant, maintenant, c'est toi. Donc, en fait, il faudrait qu'on invente un système où ça passe plus par toi du tout. En fait, tu nous filerais un budget et nous, on serait autonomes pour décider des projets. Et donc, on a créé un truc qui s'appelle La Fabrique, où les gens, entre eux, ils décident de projets qu'ils ont envie de porter. Mais par contre, la contrepartie de ça, c'est, tu te contentes pas juste de tchatcher, quoi. Après, tu fais. Je sais pas, des infirmières ont dit on veut mettre en place un support de communication non verbale avec les patients qui ont du mal à dialoguer pour des questions de langue, etc. Langue des signes, ce que vous voulez. Tu mènes ton projet de A à Z, tu as un budget et presque moi j'ai plus voix au chapitre. J'ai même plus besoin de valider, quoi. Par défaut, j'ai confiance et je sais qu'ils vont le mener. Et s'ils y arrivent pas, je dis c'est pas très grave, on a le droit de se planter. Et donc en fait, comment dire, je veux pas être dans un système centralisé où tout passe par moi. Je veux que la culture, l'état d'esprit, en fait, il se diffuse pour qu'après il y ait une forme d'autonomie des gens. Et moi, j'ai besoin juste d'incarner des valeurs, en fait.
le rôle d'un dirigeant, c'est surtout d'être garant que les mêmes valeurs qui soient respectées tout le temps. Après, le détail des actions menées, j'ai juste à vérifier que c'est cohérent par rapport à nos valeurs, mais le détail, c'est pas à moi de tout maîtriser. Ça serait une énorme erreur de faire ça. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Alors, on peut peut-être parler maintenant de ce que vous faites de ce que vous avez fait pour protéger les cliniques indépendantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Santé Cité, voilà, ce que la jeunesse de ce projet, et à quoi ça sert et comment ça vit aujourd'hui? Ouais, l'idée c'est que dans les cliniques privées, donc il y a l'hôpital public d'un côté et les cliniques privées de l'autre, et dans les cliniques privées, il y a des cliniques qui appartiennent à des grands groupes, souvent internationaux, qui eux-mêmes souvent appartiennent à des fonds d'investissement. Et après, il y a des cliniques qui appartiennent à des personnes physiques, des médecins, des familles, des gens souvent qui exercent eux-mêmes dans la clinique. Donc moi, je suis à la clinique Pasteur, qui est une clinique qui appartient aux médecins qui exercent. Donc il y a, voilà, on va dire 150 médecins qui sont actionnaires de la clinique Pasteur tant qu'ils exercent, et quand ils quittent la clinique, ils vendent leurs actions à un nouveau médecin, voilà, qui revient. Et dans ce modèle-là, en fait, l'objectif premier, c'est que les médecins sont profondément impliqués dans la gouvernance, dans le projet stratégique. Et donc, en fait, le projet médical, c'est le projet numéro 1 de la clinique. Bien sûr que j'ai un rôle de la rendre performante économiquement pour soutenir les projets médicaux, mais on n'est pas dans une logique de capitalisme classique, en fait, où on développe une performance économique pour servir des dividendes. On n'est pas là. Nous, on est là. On a des médecins actionnaires qui disent, nous, on veut que l'outil de travail soit au top pour porter des projets médicaux. Voilà. Donc, dans ce modèle-là, en fait, de clinique de médecins, il est en perte de vitesse, et en fait, progressivement, toutes les cliniques de médecins sont rachetées par des fonds d'investissement, sont rachetées par des grands groupes. Et en fait, moi, je pense qu'il y a une pertinence à ce qu'il n'y ait pas que des grands groupes en France, qu'il y ait aussi des cliniques de médecins, des cliniques indépendantes, comme dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, vous avez des petites entreprises, des entreprises moyennes, et vous avez des grands groupes internationaux. Et moi, je pense que le secteur de la santé en France mérite aussi des cliniques qui continuent d'appartenir à des médecins. Donc, pour essayer d'avoir à la fois cette logique très terroir, très locale, très gouvernance médicale, de gens qui exercent dans l'établissement, mais bénéficier aussi d'une puissance à l'échelle comme pourrait avoir un groupe pour mutualiser des achats, partager des expériences, etc. En fait, j'ai créé, avec d'autres directeurs de cliniques, on a créé une coopérative de cliniques indépendantes, voilà, qui s'appelle Santé Cité. Pour en gros dire, si on se met ensemble dans un autre modèle qui n'est pas un modèle capitalistique d'une holding qui possède tout le monde, mais qui est plutôt de la mise en commun de moyens, voilà, de savoir-faire, d'achat, de projets de recherche en commun, etc. Et ben en fait, on pourrait avoir un effet de levier coopératif, tout en gardant une forme d'actionnariat et de gouvernance médicale locale. Et donc c'est ça qu'on a porté avec un certain nombre de dirigeants avec l'initiative Santé Cité. Et du coup, cette coopérative grossit, elle représente combien de cliniques? Alors là aujourd'hui, j'ai quitté la présidence de Santé Cité au moment où on m'a proposé de prendre les responsabilités ministérielles sur le numérique, dont on parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on doit être à peu près 120 établissements de santé qui sont dans Santé Cité, qui est aujourd'hui présidé par un autre directeur de clinique qui s'appelle Stéphane de Beutler. Voilà, donc je suis moins impliqué dans la gouvernance de Santé Cité aujourd'hui. Et donc des cliniques en détresse qui justement ne voudraient pas être achetées peuvent intégrer cette coopérative, enfin. Oui, ça leur donne, puis ça, c'est bien d'être à plusieurs, hein, quand vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous vous sentez seul souvent. Vous êtes seul avec vos décisions, avec vos stress, avec vos angoisses, tout ça. Et le simple fait de pouvoir rejoindre une communauté où on joue un peu à livre ouvert entre nous, il n'y a pas de crainte d'être mangé par un autre, tout ça, où on est en partage, ne serait-ce que ça apporte un confort aux dirigeants de ces cliniques indépendantes. On va peut-être venir au chantier du numérique en santé. Vous avez été choisi pour décliner toute la
la politique santé, numérique en santé. Donc c'est un chantier extrêmement vaste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez construit petit à petit depuis 2 ans, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez, vos joies, vos difficultés? Il n'y a que des joies. Formidable. Non, mais le truc déjà qui est quand même génial, c'est l'histoire. C'est que le gouvernement m'appelle un mec de province de terrain, quoi. Moi, je connaissais rien du tout à toute la technocratie, au monde politique, mais vraiment rien de rien, quoi. Et donc, qu'ils aient appelé quelqu'un pour faire un état des lieux, et puis ensuite pour piloter ça en binôme avec une jeune femme qui s'appelle Laura Letourneau, que je kiffe trop, et qui est fonctionnaire, elle. Et de dire, on associe un gars de 50 balais de terrain de province avec une fonctionnaire de 30 balais technocrate, mais qui ont la même fougue et qui ont les mêmes valeurs, alors qu'on est de parcours différents pour porter une politique publique, c'est quand même génial. Moi, je pense qu'en France, on se mélange pas assez. Je pense que c'est un de nos gros problèmes, c'est qu'on se mélange plus. Et je pense que chaque fois qu'on peut se mélanger, en fait, il y a des belles choses qui se passent. Donc là, il y a eu cette idée-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire un rapport. Dans ce rapport, je disais en gros que j'avais écrit avec Anne-Laure Coury de l'assurance maladie. Je disais en gros, ça fait 20 ans que je suis les mains dans le cambouis dans le numérique et la santé en France, c'est le bordel, quoi. En gros, c'est ça. Par manque de volontarisme politique, d'énergie, d'humilité, de lucidité, en fait, il n'y a eu aucune doctrine, aucun cadre fixé par les pouvoirs publics, clair, net, précis et volontariste. Et donc, les logiciels se sont développés partout, à l'hôpital, chez les médecins, chez les pharmaciens, dans les EHPAD, sans règles communes. Résultat, les règles élémentaires de sécurité numérique sont pas là. Les logiciels communiquent pas entre eux, ils sont pas interopérables, donc il y a des ruptures dans les parcours de soins des gens partout. On ne sait pas communiquer les données de santé de façon sécurisée en France, alors qu'on a injecté des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros depuis 15 ans. Et pire que ça, le citoyen français, il a toujours pas ses données de santé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même le tiers-monde, quoi. On est français et on n'a toujours pas nos données de santé, quoi. On peut même pas récupérer nos données de santé en format numérique quand vous êtes patient, citoyen français. Donc, à partir de là, moi, ce que j'ai proposé, et quand Laura Letourneau m'a rejoint, elle me dit, j'ai exactement la même vision, c'est que l'État doit reprendre la main, quoi. Moi, je crois à l'État. Voilà. Je crois à ça. Et l'État reprend la main sur le numérique en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il fixe un cadre de valeurs. Vous savez, je suis romantique. Donc, moi, je crois à un numérique en santé qui soit souverain, qui soit citoyen, qui soit humaniste, qui soit éthique. Et on affirme ça comme dans une politique RSE. On dit, c'est ça nos valeurs, on est redevable. Donc, si vous nous chopez en contradiction par rapport à ça, vous pouvez nous pendre. Voilà. Et donc, on dit, c'est ça notre cadre de valeurs parce qu'on n'est pas tout à fait américain, on n'est pas tout à fait chinois. On vient d'une tradition de pensée plutôt humaniste et on doit se saisir de la technologie pour développer une vision humaniste de la technologie et pas copier des modèles qui nous seraient imposés par d'autres. Donc, ça, c'est le cadre de valeurs. Toujours pareil, dimension, faire confiance aux gens. On pose les valeurs, on est garant des valeurs, et après on dit l'État, il doit reprendre la main, et il reprend la main, mais pas sur tout. Et donc là, l'image ou la métaphore que je donne souvent, c'est de dire, il faut gouverner le numérique en santé en France comme on gouverne une ville. Les pouvoirs publics dans une ville, ils font quoi? Le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire, ils supervisent la construction des communs, les routes, les ponts, le tout à l'égout, mais ils font pas les maisons, quoi. C'est pas la mairie qui fait toutes les maisons. Et par contre, ils disent aux promoteurs, aux personnes, tu t'inventes pas le code d'urbanisme, c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui te délivre le permis de construire et tu fais pas ta centrale nucléaire, quoi. L'électricité, c'est moi qui te l'amène. Et donc, en gros, c'est ce qu'on est en train de faire. On dit, on construit le code d'urbanisme numérique, les règles, pour que le logiciel soit sécurisé, on les rend opposables, on finance les migrations des logiciels et on fabrique toutes les infrastructures, les routes et les ponts numériques. C'est l'identité nationale de santé, c'est les annuaires des professionnels de santé, c'est une messagerie sécurisée de santé française, c'est voilà des moyens d'authentification dématérialisés, une carte vitale dématérialisée, tout ça, et une plateforme citoyenne pour que tous les citoyens ils puissent à nouveau avoir la main pour gérer leurs données de santé dans un cadre souverain. Et on dit l'État fait ça, et vous êtes innovateur, start-upper, petit colibri 3.0 numérique, proposez votre innovation
que ça soit pour les citoyens ou les professionnels, mais vous devez les brancher sur les plateformes d'État et c'est nous qui vous donnons le tampon pour dire que vous êtes cohérent d'un point de vue éthique, sécurité, interopérabilité. C'est l'État qui est garant de ça. Et ça permet pour moi d'avoir le beurre et l'argent du beurre entre l'innovation mais la souveraineté et qui protège le citoyen. Et moi, pour moi, le seul qui peut faire ça dans un pays démocratique, c'est l'État. Mais l'État peut pas construire tous les services innovants. Il doit stimuler l'écosystème pour le faire. Et en fait, toute la feuille de route, c'est ça. Et on a 30 actions entre mi-2019 et mi-2022. Et on est complètement névrosé, obsessionnel avec Laurel Tourneau. Par rapport à notre engagement de ces 30 actions, on ira au bout et on tiendra à la semaine près tous nos engagements. Et après, on aura fait notre boulot. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et chaque citoyen français, on va lui ouvrir son espace numérique de santé. On va faire, dans les 2 prochaines années, migrer tous les logiciels de santé de France pour qu'ils respectent les fondations et l'infrastructure de l'État, que tous les logiciels soient modifiés pour qu'ils puissent communiquer entre eux, communiquer avec le citoyen dans un cadre éthique sécurisé. C'est un chantier titanesque, mais on va le faire. On va le faire. Cet espace numérique en santé, c'est un modèle vraiment hyper intéressant du coup, du fait qu'on arrive à faire collaborer des acteurs publics et des acteurs privés. Et comme vous disiez, le public qui va assurer que tout ça, ça respecte un certain nombre de principes éthiques, et le privé qui va amener le côté très innovant et notamment des startups qui peuvent proposer des outils. Et je pense pour ceux et ceux qui nous écoutent, qu'on peut peut-être donner quelques exemples hyper concrets. Leur permettre de comprendre que quand on parle de données de santé, ça va être leur dossier médical, les informations qui sont parfois éparpillées entre les différents ordinateurs des différents hôpitaux et du papier, qui vont être assemblés quelque part et que eux-mêmes pourront décider ou non de donner accès à ces informations-là pour bénéficier d'autres services. Est-ce qu'on peut donner peut-être un exemple de 2 ou 3 services qui seront répertoriés dans l'espace numérique en santé, qui va fonctionner un peu comme un store en fait, comme l'Apple Store où on choisit des applications et à qui on pourra dire, comme sur un iPhone, on va dire je laisse Apple accéder à mes photos, là on pourra dire je laisse telle startup accéder à mes données de santé. Hein. Vous me corrigez si ce que je dis n'est pas vrai. Mais du coup, peut-être qu'on peut donner 1 ou 2 exemples qui vont impacter vraiment directement le quotidien des médecins ou le quotidien des patients, par exemple. La première chose, c'est en fait, en mettant à niveau et aux normes tous les logiciels des médecins, tous les logiciels des hôpitaux, et vous imaginez la quantité qu'il y a. Donc, c'est un chantier titanesque. Donc, il y a un programme de financement de tout ça qui s'appelle le Ségur, le programme Ségur numérique, où on va faire migrer tous ces logiciels pour qu'ils permettent d'envoyer de façon sécurisée les données en copie, donc du logiciel du médecin, en copie dans l'espace numérique de santé pour le patient. Donc, par exemple, une ordonnance d'un médecin pourra vous l'envoyer de façon sécurisée, en dématérialisé dans votre espace numérique de santé. Un certificat du médecin, par exemple. C'est le compte rendu de l'hospitalisation quand vous êtes opéré. En fin d'hospitalisation, on vous remet un papier. On pourra aussi vous le pousser. L'hôpital, dès lors que son logiciel il aura été mis aux normes, on pourra vous le pousser dans votre espace numérique de santé. C'est votre compte rendu de radiologie. Ce sont vos résultats de biologie. Tout ça. Et petit à petit, voilà, il faudra 2-3 ans avant que tous les logiciels aient été mis aux normes. Mais en tout cas, c'est nous qui avons fait tous les tuyaux pour que les logiciels puissent se connecter à l'espace numérique de santé. C'est ça le principe. Une fois que vous avez vos données, en tant que citoyen, on pourra dire, tiens, je peux utiliser un glucomètre connecté parce que je suis diabétique. Donc, j'ai une petite application, il y a beaucoup de diabétiques qui ont ça. Je pourrais dire, les données de cette application qui a été développée par un industriel, une start-up, je ne sais quoi, je pourrais décider, par exemple, de récupérer mes données de glycémie. En fait, de façon, tous les jours, un petit bilan de glycémie, et en copie, je vais les récupérer dans mon espace numérique de santé à moi, que je pourrai ensuite partager avec mon hôpital ou ma gynéco ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, on pourra récupérer des copies. Un autre service, c'est un service de téléconsultation. J'ai un service de téléconsultation qui m'est proposé avec une application. Si elle est référencée par les pouvoirs publics, par exemple, à la fin de la téléconsultation, je pourrais directement récupérer, en fait, le compte rendu de la téléconsultation. Oui, Dominique, est-ce que vous avez une devise? Plus qu'une devise, en fait, j'ai un petit mantra, en fait, personnel. Vous savez, le genre de petites phrases qui, selon les circonstances, peuvent vous servir d'emblème ou de refuge. Et c'est une petite phrase de mon poète préféré qui s'appelle René Char. Et en fait, c'est une phrase sur la liberté. René Char, il disait
La liberté se trouve dans le cœur de celui qui n'a jamais cessé de la vouloir, de la rêver, l'a obtenue contre le crime. En fait, moi, je crois à ça. Je crois qu'on ne devient pas libre le cul assis sur son canapé, on devient libre en combattant le crime, et d'abord le crime qui est en nous, le crime de nos compromissions et de nos lâchetés. Et si on fait ça du mieux qu'on peut toute sa vie avec sincérité, on a peut-être une chance de respecter la promesse qu'on s'était faite quand on était petit, c'est-à-dire en gros d'être quelqu'un de libre et d'aimant, quoi. C'est magnifique. Et on finit toujours le podcast en demandant à la personne qu'on a interviewée qui on devrait interviewer dans un prochain épisode. Alors, qui est pour vous un transformateur ou une transformatrice qui serait inspirante et qui gagnerait à être entendu dans ce podcast? Olivier Thomas de l'agence Primum Non Nocere, ce qui est pour moi le pape du développement durable en santé. Merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup Dominique. Et puis à une prochaine rencontre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles et à vous abonner. Transformer le système de santé, c'est justement le cœur de la mission de l'Hôpital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site l'hôpital.care, C-A-R-E. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast.